Bein Sport. The Special One. Eh oui, c'est Saïd El Abadi, notre invité ce soir, qui présente l'histoire du football africain, Alison. Une plongée dans l'histoire réelle, sportive, politique ou encore sociale, à travers le continent africain et aussi à travers le ballon rond. Justement, il est avec nous ce soir. Il tombe à pic, le livre. Et oui, c'est vrai, aux éditions La Face Cachée. Mais vraiment, il tombe à pic, Saïd. Et pourquoi donc ce livre? Parce que nous, on est heureux d'avoir ce livre. Eh ben justement, pour ça, pour que les gens soient heureux, parce que justement, moi, ça fait des années et depuis toujours que je suis un fan de foot, évidemment, mais surtout du continent africain. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte depuis plusieurs années qu'en allant fouiller à la bibliothèque, en librairie, etc., en fait, on n'a pas ce genre de bouquin. Et je trouve ça dommageable parce que, le continent africain il regorge d'histoires passionnantes au niveau du football et même dans son histoire globale. Et on a énormément de diaspora en France qui viennent de l'Afrique. Et c'est dommageable, en fait, de ne pas avoir, justement, cette histoire à leur fournir. Alors moi, je me suis dit, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais écrire ça et donner plusieurs informations dans cet essai historique où je parle globalement, chronologiquement du football africain, de son arrivée sur le continent africain. Ouais. En parlant d'histoire et en parlant des colonies, tout simplement, parce qu'il est arrivé à l'époque des colonies. Oui. Et ensuite, je fais un topo historique, mais je vais pas spoiler toutes tes questions. Non, bien sûr, on va essayer, bien sûr, on va essayer. Ouais, Souela, Alison et Tariq avec Contre-C. Tu as écrit le livre que tu aurais voulu lire. En fait, c'est exactement ça. Ouais. Merci Souela pour la question, parce que ça aussi, quand on écrit un livre, parfois on peut vite se lancer dans une sorte d'encyclopédie et ça peut être fatigant à lire. Et forcément, moi, je lis quelques livres, mais dès qu'un livre m'ennuie, ou ça ne va pas au but, ou c'est long, etc., je le ferme. Et là, j'avais envie de quelque chose. C'est du football, mine de rien. Il y a de l'histoire, mais c'est du football. On a envie d'apprendre des choses rapidement, d'aller droit au but, pour certaines. Voilà. Il a entendu droit au but, il a levé la tête direct. Oh là là. Donc c'est donc ça. Dès que t'entends droit au but, tu lèves la tête. Et l'idée, c'était de l'écrire simplement, comme je vous parle là aujourd'hui à tous, pour que ce soit compris des plus jeunes aux moins jeunes, parce que c'est vrai que malheureusement, un livre aujourd'hui, ça se vend peut-être un peu moins. Les jeunes vont lire un peu moins. Mais là, j'ai envie de leur donner envie d'apprendre des choses sur leur histoire et sur l'histoire du foot africain. Ouais, du football africain. Contre-C, il y a beaucoup de réactions. Tariq, Alison, Contre-C, on vous écoute. Tu viens de dire que tu as écrit ce livre simplement, mais j'ai cru voir que tu as mis 5 ou 6 ans à écrire ce livre. Comment ça se fait autant d'années? Et déjà, il y a une première chose, entre guillemets, on va dire, qu'il faut combattre, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais. Est-ce que je suis vraiment légitime à écrire un livre, à raconter l'histoire du football? Voilà, tu te retrouves face à... On t'encourage, on te dit fonce, mais c'est ton premier livre et tu dis mais pourquoi moi en fait? Et j'ai longtemps lutté, pourtant j'avais déjà commencé mes écrits. Et pourquoi pas? Et en fait on me disait mais Saïd, tu viens de le dire toi-même, tu suis le foot africain, t'es d'origine africaine, je suis d'origine marocaine. Ouais. Je suis depuis des années le football africain. Mais pourquoi t'es légitime? Et je l'ai entendu de plusieurs personnes, pas d'amis, de spécialistes ou autres que j'ai eu en interview en Afrique, etc. Et du coup, je me suis lancé. Et là, à force de faire des interviews à droite à gauche, il faut vraiment prendre le temps justement pour aller faire ces interviews du continent en général, parce que t'as envie d'aller au Maghreb, t'as envie d'aller en Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud. Il y a un peu le côté anglophone, francophone, hispanique, etc. En Afrique, c'est très particulier. Donc il faut aller regrouper un peu toutes ces informations et ensuite le temps de dérocher les interviews qui prennent 4 heures, 5 heures parfois. Et tu lances un sommaire et tout ça met énormément de temps, mais voilà, je suis content d'avoir mis autant de temps au final. Nous aussi. Il est avec nous, Saïd El Abadi et son ouvrage aux éditions La Face Cachée. Oui, Contre-C, on t'écoute. Oui, l'histoire du football africain. Il y a une question sur le football africain. Il n'est pas homogène, bien sûr, comme l'européen ou le latino-américain n'est pas homogène en soi. Il y a de nombreux pays, de nombreuses façons de comprendre le jeu et de le développer. Mais nous, les Européens, grosso modo, à quel moment on découvre le football africain? Moi, j'ai une image, c'était les années 90, c'était le mondial, je crois, aux États-Unis, c'était le Cameroun, c'était Roger Mila. 90 en Italie. En Italie. Voilà, donc, effectivement. Et donc, j'ai l'impression que nous, on découvre en Europe la réalité du football africain par ce biais-là,
par le biais du mondial. C'est vrai, c'est à partir de là. Et comment justement ce football s'est développé, parce qu'après il y a eu le Sénégal, il y a eu la Côte d'Ivoire, donc il y a eu un certain nombre de pays qui ont marqué les Coupes du Monde, mais jusqu'à 90, effectivement, c'était pratiquement inconnu pour nous. Alors moi je. Vas-y, Souela. Non, mais Souela, fait partie de l'équipe de Saïd. Ouais. J'ai l'impression. Vas-y, Souela. Par rapport à ce qu'il dit, par rapport à 90, le Cameroun, tout ça, mais il faut pas oublier que le football africain, il a été mis aussi en avant en 82. Ouais, en 82. Ça a quand même permis de changer. Oui, mais c'était pour une autre raison. On a remarqué que Souela est supportrice de l'Allemagne. Ça a changé les règles du football. Ça a changé les règles du football. De l'Algérie. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi, voilà. On a sous-entendu que tu étais supportrice de l'Allemagne. Un gros passage. Ça est justement. Et sportivement parlant. La réaction de Saïd. Vos deux réactions sont excellentes. Pourquoi ? Parce que oui, 90, et en plus cette Coupe du Monde en Italie, elle a marqué les esprits. Maradona, etc. Roger Mila, je vois très bien l'image quand il marque son but et qu'il va danser. C'est cette image-là. Ouais, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 82, tu as également raison avec ce match de la honte. Justement, Allemagne-Autriche qui a modifié les règles du jeu. Pourquoi ? Parce que du coup, ce match a permis aujourd'hui, vous le voyez tous maintenant, un match de groupe, les derniers matchs de groupe se jouent toujours en même temps. C'est vrai. Pour qu'il puisse pas y avoir puisqu'il n'y a pas de triche. Bien sûr. C'est également ça. Mais il y a aussi eu en 90 un changement de règle grâce à l'Égypte. Parce que l'Égypte, à l'époque en 90, on pouvait redonner la balle à son gardien de but et il la prenait de la main. Et il y a eu un match particulier où l'Égypte a cherché à avoir un match nul contre l'Irlande. Beaucoup de passes en retrait et on a dit bon, c'est de l'anti-jeu quand même. Et ce match a appuyé l'idée de stop, enfin la loi même, on arrête de faire la passe en retrait, de prendre la balle. Pour revenir à ta question, alors, en fait c'est par période. Pourquoi ? Parce que oui, 90, l'Europe a découvert, mais on peut remonter aux années 30. Les années 30, il y a beaucoup de grands joueurs africains qui sont arrivés sur le sol européen. Bien sûr. Je vais t'en citer deux. Raoul Diane, Sénégalais qui est parti jouer avec l'équipe française, parce qu'à l'époque, il y avait des équipes en Afrique nationale qui ont commencé à se développer, mais qu'elles ne pouvaient pas jouer à haut niveau. Donc elles jouaient souvent contre les équipes B européennes, etc., etc. Et un autre joueur, Larbi Ben Barek. Ah bah oui. Larbi Ben Barek, Pelé a dit de lui, moi si je suis le roi du football, lui il en est le dieu. Bien sûr. Ce mec-là a joué à l'Atlético Madrid notamment. Et il a joué très grand joueur. À Marseille aussi. Il a joué à Marseille. Voilà, pour Solal. Ah bah oui, bien sûr, il faut parler. C'est que chronologiquement parlant, l'Europe a découvert au fur et à mesure le football africain. Peut-être plus en 90 parce qu'avec la télévision, il y avait les matchs qui étaient diffusés un peu plus, etc. Donc oui, peut-être à partir des années 90. Mais dans l'ère du temps, on a découvert au fur et à mesure le développement du football africain. Et c'est vrai qu'on va aller encore plus loin, mais peut-être encore un peu plus au niveau des années 94 avec la Coupe du Monde aux États-Unis et surtout 2 ans plus tard, les Jeux Olympiques à Atlanta, où le Nigeria remporte ces Jeux Olympiques avec une équipe de rêve, avec Okocha, Kanu, etc., etc. Donc, oui, on peut dire que les années 90, l'Europe et même le monde entier a découvert le football africain, mais il ne faut pas oublier qu'avant, il y a eu quand même quelques petites découvertes. C'est vrai, il y en avait beaucoup. Oui, on t'écoute, Alison. Le football africain. Justement, le football africain. On va parler aussi de la CAN 2025. Tu parles justement de la découverte du football africain par les Européens, enfin de manière assez coloniale. Est-ce que tu n'as pas eu peur justement de mettre les pieds dans ce sujet-là, parce qu'on voit que effectivement on peut pas passer à côté, mais quand on parle finalement de l'Afrique, on décrit un livre qu'on va parler justement, qu'on va fouiller à ce niveau-là de la colonisation. Est-ce que toi, quand tu t'es dit je vais écrire ce livre-là et que je vais revenir sur cet aspect-là qui est un aspect non négligeable, est-ce que tu t'es posé la question sur est-ce que je dois faire l'impasse parce que je peux peut-être heurter certaines sensibilités, ou est-ce que c'est quelque chose que je ne peux pas nier, il faut que je mette en avant pour pouvoir justement mettre en avant cet aspect-là pour les gens qui ne le savent pas? Non, c'était hyper important pour moi de le mettre. Mais réellement, il n'y a pas eu de sujet en se disant non, je vais zapper, parce que en fait déjà de toute façon c'est indissociable. Quand je parle d'histoire du football africain, c'est que l'histoire du football africain, elle grandit en parallèle avec l'histoire du continent. Quand je dis que le ballon rond est arrivé avec les colonies, c'est un fait. Ouais. C'est qu'à l'époque, c'était surtout les anglophones qui l'ont amené au Nigeria et en Afrique du Sud. Et on jouait au football et les populations locales regardaient autour et n'avaient pas le droit de jouer. C'est un fait, c'est comme au travail à l'époque.
on se mélangeait pas, etc. Les blancs avaient la possession, etc., etc. Et voilà. Et en fait, c'est pareil. Donc, c'était aussi bien d'en parler. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, il y a aussi le mouvement de l'indépendance des pays. Ouais. Et le mouvement de l'indépendance des pays, elle est aussi utilisée avec le football. En fait, quand tu as la création de la CAF, la Confédération africaine de football, qui a lieu dans les années 50, c'est aussi un mouvement panafricanisme et qui permet justement aux pays d'adhérer à la CAF et de pouvoir s'émanciper et de demander leur indépendance. Parce que quand tu intégrais la CAF et donc la FIFA, ça te permettait d'avoir ta sélection qui était reconnue et donc de pouvoir évoluer dans des grandes compétitions internationales et de dire regardez, je suis indépendant, au revoir les colonies, ces choses-là. Donc c'était indissociable et c'était hyper important. Si ça heurte des gens, c'est l'histoire. C'est ce qu'on a. En fait, je n'ai pris que ce qu'on apprend dans l'histoire. Quand on a l'école, on apprend la décolonisation, les colonies, etc. Et c'est aussi ça qui était important pour moi parce que c'est un livre de foot, mais c'est un livre d'histoire et ça permet à tout à chacun d'en savoir encore un peu plus sur cette histoire. On n'associe pas forcément le football avec la colonisation. C'est alors que c'est important. Et alors que c'est important parce que quand on dit une vraie histoire, justement, quand on dit que le football n'est pas politique, c'est faux. Il est politique. Et je crois qu'à travers le livre, c'est là où justement je vais en venir de cet aspect très politique du football en France, on n'aime pas en parler. On dit qu'il faut dissocier la politique du football, alors que moi, à titre personnel, j'ai tendance à dire que football et politique, c'est très lié. Mais ça l'est encore plus en Afrique. Et on sait que, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple de la République démocratique du Congo. En 1974, au mondial, il y avait Mobutu qui était au pouvoir, et on sait ce qui s'est passé. Grève, parce que la grève n'était pas payé, ça s'est soldé par des 9-0 contre l'ex-Yougoslavie. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a une évolution entre ce millimélo, entre la politique et le football africain, où on est encore en plein dedans? Par exemple, tu parlais de la CAF et la FIFA, qui pour moi sont millimélo très liés avec certains dirigeants, etc. Donc, est-ce qu'on va vers une évolution positive ou on y est encore en plein dedans? Alors, Saïd Al-Abadi, notre invité ce soir, parce qu'à mon avis, la réponse, ça va être très très longue. On va revenir, c'est la dernière pause. Non, vraiment, on va le couper. On va faire une dernière pause et on reviendra sur justement l'évolution du football africain. Vous restez à l'écoute, chers auditeurs et auditrices, on revient rapidement. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et nous sommes de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h40. Voilà, dans la joie et la bonne humeur. Et ça mange bien aussi, c'est tranquillement pendant les pauses. C'est assez sympa. Histoire du football africain. On va pas oublier la CAN 2025 qui va se jouer du côté du Maroc. Et oui, c'est assez près du continent européen. On a eu cette vague de supporters du vieux continent qui vont dépasser les frontières pour aller regarder ces matchs-là concernant cette CAN 2025 au Maroc. On est en compagnie d'Alison, de Souela, nos journalistes consultants, de Tariq aussi, qui nous fait le privilège de nous assister ce lundi soir, début de semaine, et Juan Trossé, et aussi avec l'invité Saïd Al-Abadi. Allez, on revient avec Saïd. Time Sport, le mode pressing. Aux éditions Face Cachée, l'histoire du football africain, rien que ça, avec la question d'Alison, et on va écouter la réponse de Saïd. On l'écoute, Saïd. Déjà, je voudrais dire merci à Souela parce que franchement, elle régale et on donne les coulisses quand même. Merci pour cette invitation. Voilà. Voilà, c'est super. Saïd, on l'écoute. Alison, donc. Super question et j'adore parce que en fait cette anecdote sur Mobutu et la RDC, enfin le Zaïre, elle est exceptionnelle parce que pour finir même son anecdote, c'est que après cette Coupe du Monde, cette époque-là du Zaïre, c'est une génération dorée. Moulamba à l'époque, il gagne, il est meilleur buteur d'une compétition, d'une CAN, il met 9 buts. Aujourd'hui, pour vous dire, personne n'a encore mis 9 buts dans une seule CAN. On a eu Eto'o, Drogba, etc. Personne n'a réussi. Donc voilà. Et après cette Coupe du Monde, il décide d'arrêter de mettre de l'argent parce qu'il mettait énormément d'argent dans l'équipe nationale. Il prêtait même son jet, etc., enfin son avion privé. Et il dit, le football c'est terminé, j'arrête. Mais Mobutu, il était très très bon déjà en soft power. Il est resté dans le sport. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? À l'époque, il y avait Georges Foreman en boxe qui était champion du monde. Et Mohamed Ali décide de ressortir de sa retraite et veut combattre.
lui demande à Don King à l'époque, le grand promoteur, d'organiser le combat à Kinshasa, Rubble in the Jungle. Vous connaissez la suite. Donc, merci Alison d'avoir pu parler de ça. Et pour répondre au reste de ta question, alors aujourd'hui, on a toujours ce petit côté. C'est vrai qu'on appelle ça le soft power maintenant pour un peu arrêter de parler de politique en ce terme-là, mais il existe toujours. Et c'est marrant parce qu'on voit deux manières de le faire. On a le soft power assez cool où on développe un peu la partie football pour montrer qu'on a de belles infrastructures, de belles choses, etc. Ce que fait très très bien le Maroc à l'heure actuelle avec de belles organisations, et ça lui permet d'accueillir prochainement la Coupe du Monde 2030. Mais on a aussi le soft power utilisé pourquoi ? Pour se donner peut-être une meilleure image. Un peu au Rwanda, par exemple. Au Rwanda, c'est ce qu'on a. Il y a quelques années, au Rwanda, c'était la guerre. Et encore à l'heure actuelle, avec ce qui se passe en RDC, c'est assez compliqué. Le président utilise justement le sport à des fins politiques, évidemment, mais pour montrer patte blanche et montrer que tout va bien et que je suis quelqu'un de bien, entre guillemets. Et voilà. Et ça passe par là. Ça permet au Rwanda d'avoir un peu plus de légitimité. Ça organise les championnats du monde de cyclisme dernièrement, ce qui n'était jamais arrivé sur le continent africain. Ça va postuler pour organiser, pourquoi pas, des CAN à venir, etc., etc. Donc il y a toujours ce côté soft power politique qui existe, évidemment. Et moi, ce que j'aime appeler maintenant, et ce qu'on appelle dans le livre, c'est la sportocratisation. Alors, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on mélange à la fois politique, économie et sport. Et c'est ce qui fonctionne à l'heure actuelle en Afrique. Mais on dit l'Afrique, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Afrique, mais le monde entier utilise la sportocratisation. Et les premiers, évidemment, ce sont les États-Unis depuis toujours. Donc tout le monde l'utilise. On met un peu plus l'accent sur l'Afrique parce que peut-être que c'est un nouveau mouvement, etc., etc. Voilà, ça se voit un peu plus avec les dirigeants, entre guillemets. Mais ça a toujours existé. Juan José, j'ai juste une question. J'espère que j'ai bien répondu. Bien sûr. Mais il y a une question que tout le monde se pose, c'est certain. C'est sur la question des binationaux. Les binationaux. Donc, deux parties. La première partie, en quelle mesure les binationaux ont aidé justement à ressurgir, ou faire éclore le football africain au niveau mondial. Et deux, on a connu des cas par le passé. Aujourd'hui, Lamine Yamal a préféré l'Espagne, mais Hakimi, qui est espagnol, né à Madrid, a préféré jouer le Maroc, avec le Real Madrid. Mais je souhaiterais quand même un petit mot sur les cas de Mounir El Haddadi, qui avait joué 10 minutes avec l'équipe d'Espagne en 2014 et qu'il a entamé à la Bowman, il a entamé une lutte justement pour pouvoir jouer avec le Maroc par la suite, ce qu'il a réussi puisque en 2021 il a joué son premier match avec le Maroc. Donc le rôle des binationaux et justement comment la législation a avancé avec le cas des Mounir. Alors les binationaux, c'est très intéressant parce que justement pendant une énorme période, là, ça se calme un petit peu, mais pendant une énorme période, ça a permis au football africain et surtout à des nations, notamment le Maghreb. Faut pas se leurrer, c'est surtout le Maghreb qui a utilisé énormément les binationaux. Pourquoi ? Parce qu'ils formaient moins de joueurs. Ce n'est pas une critique, c'est les faits. C'est-à-dire que le Maroc et l'Algérie et la Tunisie, peut-être à moindre même la Tunisie, parce que c'était surtout le Maroc et l'Algérie qui allaient chercher les binationaux, parce que justement dans leur championnat il y avait moins de niveau et forcément il n'y avait pas de grands joueurs qui sortaient. Donc l'idée c'était d'aller chercher les meilleurs joueurs à l'étranger, et malheureusement il y a eu des dérives totales parce qu'on est parti chercher des joueurs, presque on les suppliait de venir, et on trouvait parfois une grand-mère qui avait une origine, etc. On va pas citer de nom de certains joueurs, mais c'est un peu ça. Et c'était dommage. Et c'était dommage. Et de ces dernières années, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une politique qui a été mise en place dans énormément de pays. C'est maintenant, on va arrêter un peu ça, on va former nos propres joueurs. Et l'objectif, à terme, il y a encore des binationaux, évidemment, mais à terme, c'est d'avoir plutôt maintenant 70 voire 80% de joueurs formés au Maroc, en Algérie, dans les pays locaux, et prendre quelques binationaux. Énormément commencent à le faire. On s'est mis au travail. Les RDC commencent à le faire très bien. On a le meilleur joueur, on parle de Chancel Mbemba en France, etc. Mais Fiston Mayoulou est le meilleur joueur de la RDC. Et les locales. Et les binationaux, il y a la mentalité qui a changé chez certains, puisque ces dernières années, là on voit le cas d'Hakimi, Achraf se pose la question, né en Espagne, qui a débuté, qui a été formé en Espagne, mais qui a décidé. Donc il y a un changement de mentalité, parce qu'on se donne les moyens aussi avec les binationaux. Il y a une double cause. Avant de parler de la CAN.
ils se sont rendus compte aussi que moins de place en équipe de France, par exemple, ou en équipe d'Espagne, etc. Et ils se sont aussi rendus compte, et c'est ça qu'il faut souligner, parce qu'on ne le souligne pas assez, en fait, c'est que le niveau des sélections africaines a énormément augmenté. Et c'est ça, parce que parfois on dit, il apprend à contre-cœur, etc., il vient. Non, maintenant, beaucoup. Alors, on a encore quelques cas, et Alison sûrement me dira, dernièrement j'ai eu des Congolais qui ont voulu venir, etc. Pas mal, hein. C'est pas nous encore une fois. Mais il faut dire, et il faut le souligner, le niveau du football africain s'est énormément développé. Les infrastructures, l'encadrement, parce qu'on parle pas souvent, on parle du niveau de jeu. Alors, tout le monde parle de cette demi-finale du Maroc, etc. Mais faut pas l'oublier. C'est que les staffs techniques travaillent beaucoup mieux. Que ce soit en Algérie, en Tunisie, etc. Maintenant, ce n'est plus. Des fois, il y avait des anecdotes bêtes. Par exemple, on est arrivé en sélection, on n'avait peut-être pas de chasuble, c'était un peu à l'arrache, etc. Maintenant, c'est encadré. On a un ostéo, on a un vrai staff technique, on a un suivi, etc. Et partout. Tout est fait pour bien accueillir ces gens-là, ces joueurs-là. Et justement, maintenant, ils n'hésitent plus et ils veulent tous venir. Et maintenant même, ce qui est bien, c'est que ce sont les sélections parfois qui hésitent à recruter ces types de joueurs. Donc c'est ça qui est bien. C'est l'idée. Et pour revenir sur Mounir, je vais essayer de faire rapide, mais ça a permis, Mounir au final, il a fait 3 matchs, ça n'a pas beaucoup marché avec le Maroc et le niveau était catastrophique. Pas du mais tout, ça a ouvert une petite loi, cette fameuse loi où maintenant les joueurs peuvent jouer 1 ou 2 sélections maximum et ensuite aller, pourquoi pas, jouer dans une autre sélection. Donc ça a ouvert des portes bien, mal, parce que malheureusement parfois il y a des travers. C'est la règle du jeu des lois et tout le monde s'amuse à les détourner, les contourner. Mais vraiment, l'objectif des formations africaines, et ça c'est vraiment partout, c'est d'avoir un maximum de joueurs formés au club. Saïd El Abadi, vraiment avec nous, on boit ce que vous êtes en train de nous dire avec ce football africain. Désolé, l'histoire du football africain aux éditions En Face Cachée. Non, c'est vraiment intéressant. Il est plus folklore, mais il est vraiment pro et dans l'évolution. C'est ça. C'est ça. Moi j'ai une question. Alors, on va revenir un peu sur ce que disait Alison tout à l'heure. On n'oublie pas la CAN aussi. La CAN, elle est venue aussi pour la CAN quand même. D'utiliser la CAN aussi. Je pose juste ma question. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Allez, vas-y. Est-ce qu'en écrivant ton livre, tu t'es pas rendu compte que les joueurs actuels des sélections africaines prenaient moins position qu'à l'époque? Moi, je fais référence à un joueur algérien, Mekloufi, qui en 58 quitte Saint-Etienne pour s'engager avec l'équipe du FLN. Il a pris une vraie position. Il est parti clandestinement dans la nuit. Il a quitté le club. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les joueurs des sélections africaines, le seul engagement qu'ils aient envers l'Afrique, c'est de se dire, je vais aller dans mon équipe nationale. Par exemple, pour les binationaux. Oui, mais c'est très compliqué. Drogba l'a fait à l'époque aussi. Enfin, personnellement, j'ai l'impression qu'ils ne prennent plus position sur des choses qui sont très importantes aussi. Oui, mais alors il faut faire attention parce que justement, parfois, on leur demande aussi de ne rien dire. C'est-à-dire qu'il y a aussi ces prises de position qui peuvent être compliquées. Déjà, comme le dit Alison, c'est très bien de prendre justement, affirmer j'ai envie de jouer pour mon pays d'origine. Ça déjà, c'est une forte position. Après, il y a des pays qui font, qui prennent justement, on va encore prendre l'exemple de la RDC, mais quand ils ont mis la main sur la bouche et sur la tempe lors de la dernière CAN, c'était l'occasion aussi de montrer ce qui se passait dans leur pays. Peut-être que la prise de position politique, elle s'est, notamment au Maghreb, en Égypte, etc., peut-être elle s'est contournée vers les supporters maintenant. Ce sont plus les supporters dans les tribunes qui vont plutôt affirmer leur idéologie, critiquer par exemple le gouvernement, prendre position pour défendre la Palestine, etc., etc. C'est vrai que les joueurs en eux-mêmes peut-être se disent j'ai peur de dire une bêtise. Il y a aussi ça. Il y a le côté je suis footeux, je sais pas trop parler parfois, le fameux cliché. Donc j'ai pas envie de dire une bêtise. On sait jamais. Et peut-être qu'aussi le staff technique préfère leur dire faites attention. Mais il y a quand même des joueurs aussi sur les réseaux sociaux de temps en temps. On va prendre Hakim Ziyech, qui a pris position, qui n'est plus en sélection. Est-ce que ça va avec c'est la cause à effet? Je sais pas. Mais voilà. Enfin. Il y a quand même des joueurs qui le font. Ils sont là. Mais voilà. La CAN 2025 au Maroc, Tariq. La CAN 2025 qui arrive à grands pas. On sera en time foot spécial édition. C'est là qu'on va pas être amis. Vas-y, voilà. Justement. Allez, vas-y, Tariq. Saïd, si t'as allé 3 favoris à nous sortir. Il commence, hein. Il va direct. Il va direct, Tariq.
Tarek, il est franco. Allez, 3 favoris. Allez, vas-y. Et 2 outsiders. Alors, si je dis Maroc, Algérie, RDC, c'est bon, je suis bien. Je suis bien, tu sors du studio vivant. C'est bon. C'est ça. C'est quoi le jingle pressing, c'est ça. Tu vois, le pressing. Là, c'est le pressing, là, voilà. C'est ça, c'est ça. Favori de outsider, vous fallait. C'est ça. Non, en fait, ce qui est bien avec cette CAN. Alors. Et évidemment, le Maroc est favori à domicile. Enfin, je peux pas dire le contraire. Et ils devront lutter avec la pression. Et ce serait bête de dire non, ils sont pas favoris. Mais ce qui est bien avec cette CAN, c'est qu'il y aura un niveau de jeu qui va être incroyable. Et franchement, le nombre de favoris, on va les citer, hein. Maroc, Algérie, Côte d'Ivoire qui est tenante du titre. Oui. RDC, franchement, faut pas les oublier. Sénégal. Et en vrai, j'ai même pas envie de ne pas citer le Nigeria qui a été éliminé, mais qui va arriver avec le couteau entre les dents. L'Égypte qui est éternelle. Se méfier de l'Afrique du Sud. En fait, cette CAN, elle va être incroyable. Le Cameroun, le Cap-Vert. Il y a des belles équipes cette année. Mais en fait, c'est là où on voit l'évolution. Le Cap-Vert n'est pas qualifié. Du monde, ouais. Donc non, je pense qu'on peut se régaler. On peut se régaler. Et le favori ne va pas tout le temps au bout au final. C'est l'équipe qui sera la mieux armée, qui sera la plus apte à gérer la pression et tout, et la compétition qui est longue. Allez, vas-y, Tariq. J'ai une question justement pour le pays hôte qu'est le Maroc. Est-ce que tu penses pas que ça pourrait être un gros désaveu par rapport à tout ce qui se passe autour? C'est-à-dire que tu gagnes avec les équipes de jeunes, tu te débrouilles très bien avec les féminines, même le foot en salle, le résultat qu'il y a eu au mondial. Mais est-ce que tu penses pas qu'une déconvenue de, en fait, ne pas gagner cette Coupe d'Afrique-là pourrait un peu remettre en question tout ce qui se passe dans le football marocain, les investissements, tout ce qui se passe autour, même tout ce qui se passe médiatiquement, la cote de popularité? Est-ce que tu penses pas que vraiment on peut être pas un tournant, mais ça peut être un gros désaveu par rapport à tous les investissements qui ont été mis en place? Tu peux même rajouter, justement, tu parles des résultats, etc. Mais rien que le fait d'avoir ces nouveaux stades, ces infrastructures, les académies, etc., c'est aussi une pression justement pour eux. Alors remettre tout en cause, non, parce qu'il y a une stratégie qui est mise en place par le gouvernement et le roi qui a amené ça au milieu des années 2000. Ça va être lancé. Ça, il y a la Coupe du Monde 2030 qui va arriver, les investissements, l'envie d'accueillir de grandes compétitions, etc. Non, là où ça peut être un désaveu et une énorme crise entre guillemets, c'est pour le sélectionneur. Le sélectionneur est très attendu. Les joueurs, évidemment, ça, oui, mais le sélectionneur, il a fait sa Coupe du Monde 2022 où Walid Regragui, mais rappelez-vous la dernière CAN. C'était une catastrophe d'être éliminé comme ça, alors qu'on est. Ça va. Mais ils sont repris après le Marocain. Une mauvaise CAN. Allez, pour terminer, une mauvaise CAN peut avoir des répercussions politiques, puisqu'il y a effectivement le mondial 2030 avec le Portugal et l'Espagne et le Maroc, et on sait parfaitement aujourd'hui qu'entre ces trois pays ça se passe bien, sauf que on n'est pas du tout d'accord sur qui va organiser le début du mondial, mais surtout qui va faire la finale. Donc un désaveu en CAN pourrait amener justement à fragiliser la position politique vers le mondial 2030 justement du Maroc. Ça reste quand même assez important. Je pense sportivement ça reste autre chose. Je pense vraiment que là c'est vraiment s'il y a une élimination précoce du Maroc, là c'est Walid Regragui, il sera sur son siège exécutif. Pour le reste, je pense pas que au niveau infrastructure, au niveau développement, il y aura des conséquences. Par contre, oui, pour ce qui c'est marrant pour la Coupe du Monde 2030, on sait toujours pas. Alors c'est vrai que c'est Real Madrid ou le fameux nouveau stade. Il disait Madrid. Moi, bon, alors et le nouveau stade d'Afrique. Si je devais donner mon avis, au Maroc, il est incroyable. Cérémonie d'ouverture au Maroc. Et je pense que la finale ira au Real Madrid, dans le stade du Real Madrid. Mais je pense que la cérémonie d'ouverture au Maroc, ce serait sympa. Ils sont en train de mijoter un stade. Sachant que la cérémonie c'est comme en Arabie Saoudite, au Maroc devrait avoir lieu après 2 ou 3 matchs qui vont se jouer du côté de l'Amérique latine, puisque c'est un mondial très rare. Merci Souela. Si Florentino veut nous laisser la finale, on peut. Merci Alison, merci Tariq, merci aussi à notre invité qui n'est autre que Saïd Al-Abadi, avec ce magnifique ouvrage à offrir. Voilà. Au pied du sapin, voilà pour les périodes de fête de fin d'année, aux éditions Face Cachée, l'histoire du football africain. Et la CAN y arrive, et on l'espère. On fera un duplex, pourquoi pas, d'ici là, avec notre Saïd du côté du Maroc, pour la CAN 2025. Merci infiniment, merci l'équipe, merci Time Sport, et continuez de les écouter parce que franchement ils sont au top. Et bravo à toute l'équipe parce que je me suis régalé.